euh, leur foi, si tu veux, elle se centralise là-bas. Donc, comment est-ce que tu veux que le mec il va dans un patelin à Grozny qui signifie rien pour les musulmans, enfin pour la majorité des musulmans du monde, Grozny, ça signifie absolument rien. Ils se réunissent entre Ash'arites, Maturidites et gens du hadith, même si c'est pas n'importe qui, hein, c'est des savants qui se sont réunis là-bas. Mais les principaux, les excommuniés n'étaient pas invités tu vois, pour débattre. En fait, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu. Moi, je m'attendais plus à, tu vois, un débat entre Ash'arites et Wahhabites. Ok. Et, Oui, tu aurais voulu qu'il y ait une monadara, une sorte de voilà. rencontre, débat, mais, mais après le problème, en fait, ce qu'ils ont essayé de faire à Grozny, c'est une sorte de concile. Tu sais, toi, tu connais, t'es chrétien, tu sais qu'il y a eu des conciles. Ils ont essayé de faire, pour toi, ça peut pas marcher un concile à la musulmane comme ils ont fait les chrétiens, non? Pour moi, franchement, Pourquoi? franchement, ça pourrait pas fonctionner. Tu sais pourquoi? Parce que Vas-y. déjà, dans le christianisme lui-même, ça n'a même pas fonctionné, entre guillemets. Ça a fonctionné, si tu veux, à déterminer. Non, mais c'est vrai, ça a réussi à déterminer l'orthodoxie. Ça a réussi à. Bah voilà. Bah Voilà. voilà, c'est ce qu'ils essaient de Oui, faire, les oui, mais, sunnites, de oui, mais déterminer qui fait partie de regarde, l'orthodoxie. oui, mais ça n'a pas empêché le protestantisme, ça n'a pas empêché tout ça. Ça n'a pas empêché. Regarde, aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que voilà, le concile catholique, c'est pas un concile orthodoxe. Et le concile orthodoxe, je sais même pas si les protestants ont des conciles à proprement parler. Ils n'ont pas de concile, tu vois, c'est encore pire. Donc, enfin, en fait, tu pourrais pas essayer de convaincre, par exemple, un protestant en lui disant, ouais, il y a eu le concile en 700 et quelques, et il faut te soumettre à ce concile-là pour être. Lui, il va te dire, mais moi, je m'en fous de ton concile. Je m'en fiche complètement. Il va pas fonder l'autorité, il va pas fonder, en fait, la légitimité de ses idées à partir d'un concile, tu vois. Alors que pour les catholiques, ça va être vrai. Pour les orthodoxes aussi. Tu vois, donc, eh ben, dans le monde islamique, c'est exactement la même chose. Tu vas vers un wahhabi, tu lui dis, ouais, il y a eu un concile à Grozny, il te dit, bon, moi, j'en ai rien à faire de ton concile. Ouais, c'était tous des hérétiques. Et moi, je continue à être salafi, Ahl-Sunnah wal Jama'a, tu vois, je suis du groupe sauvé. Et il s'en fout de Saïd Fouda, il s'en fout de Shir, je ne sais quoi, ils s'en foutent complètement. Les mecs, ils détiennent les lieux saints. Tu sais qu'à l'époque où les gens faisaient les pèlerinages dans les années 70, etc., ils offraient, pardon, des ouvrages de plus de 20 volumes gratuitement. Mhm. Donc, tu vois ce que je veux dire? Déjà, Oui, ils, oui, ils avaient la capacité d'imprimer des ouvrages de 20 volumes et de les distribuer gratuitement à la population. oui, en gros, tu es en train de dire le pouvoir financier, donc qui permet d'ouvrir des librairies, de financer de l'imprimerie et l'édition de livres et tout, est un pouvoir en soi qui est incommensurable. Incommensurable. Voilà, voilà, qui est aussi de l'ordre de l'inconcurrencible, parce que tu peux pas concurrencer une idéologie qui est aussi financée et surtout qui est soutenu par des monopoles étatiques qui gouvernent les lieux saints. T'as raison. C'est-à-dire que Bien sûr. les deux plus grands lieux saints d'islam, donc Mecque et Médine, Euh, sont détenus par la chauffe de l'Arabie Saoudite. Oui, Je te oui, c'est donne un vrai. exemple. Un exemple très simple. Un exemple très simple. Admettons que demain, il y a un musulman qui veut par exemple, étudier les sciences islamiques. Bon, Il doit il aller a à plusieurs, Médine ou à voilà, l'Azhar. voilà, il a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, il y a une seule possibilité, enfin, il y a une possibilité quelque part qui n'existe pas, qui est l'université de Grozny. Il y en a pas, tu vois. Il n'y a pas d'université à Grozny, il n'y a pas de grande université en Indonésie. Voilà, t'as Zeytouna en Tunisie, mais elle vaut plus rien aujourd'hui, hein, faut dire la vérité. L'université de Zeytouna en Tunisie, elle a été complètement désertée, elle a plus véritablement la même aura que dans le passé, etc. Donc, Zeytouna, on oublie. Donc il reste quoi? Il reste, bon, il y a certaines petites universités aussi en Mauritanie, chez certains chouïours de Mauritanie, tu vois, qui maîtrisent bien la jurisprudence malikite. Mais donc tu vas avoir l'Azhar, tu vas avoir l'université de Médine. Maintenant, pourquoi est-ce que l'université de Médine, elle est privilégiée par les étudiants? Tout simplement parce que tout est pris en charge. Ils ont l'oseille. Donc eux, ils te disent si tu as moins de 25 ans, je crois qu'il faut avoir moins de 25 ans, ou plus de 25 ans, je me souviens plus, mais moins de 25 ans, il me semble. Ils te logent gratuitement,
ils te payent l'intégralité de tes études, ils t'influencent à la doctrine wahhabite. Donc tu deviens, quand tu sors de cette université, tu deviens wahhabite, et ensuite ils t'envoient à travers le monde pour diffuser leur idéologie. C'est du soft power. Mais maintenant, le problème, c'est que si tu vas étudier à l'Azhar, tu dois tout financer de ta poche. Ils te payent rien là-bas. Tu dois y arriver avec de l'oseille, financer. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, les bien sûr. facilités qui existent en Arabie Saoudite, elles permettent une diffusion du wahhabisme qui est beaucoup plus large que les acharites de Al-Azhar. Et encore, je suis même pas sûr qu'aujourd'hui Al-Azhar soit totalement ashari, tu vois. Voilà, il y a des savants ashari, il y en a qui ne le sont pas. Voilà. Euh, donc c'est compliqué. C'est pour ça que pour moi, la conférence de Grozny, elle a aucun poids. Dans le réel, elle a absolument aucun poids. Allô? Oui, oui, je t'écoute. Non, Ouais, mais c'est pour ça. après, non, mais après le problème, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire qu'elle a aucun poids. Pour certains, elle en a, en fait. Ça dépend. En fait, pour les Achaïs, elle en a, pour le coup. Et ils vont s'en servir pour attaquer les Wahhabiyas. Après, oui, après oui, je comprends ce que tu veux dire. Quand on dit elle n'a aucun poids, c'est parce que la notion même de clergé islamique n'existe pas concrètement, voilà, matériellement. Ok, c'est vrai que, en fait, le problème c'est qu'il y a plein d'institutions, il y en a plein, hein. Il y a la Ligue islamique, il y a d'autres organisations mondiales islamiques qui ont émergé ces dernières années, qui regroupent plein de chouïours d'Indonésie, de Malaisie, du Maroc, d'Égypte, etc. En gros, les musulmans essaient de s'organiser en instances internationales Mm. ou supranationales, mais c'est vrai que ils n'arrivent pas à atteindre le même degré d'organisation que pourraient l'atteindre les catholiques, par exemple. Voilà, avec le Vatican. C'est ça le problème. Mm. Et tant qu'il n'y a pas ça, En fait, ou les chiites duodécimains avec les euh, ayatollahs. c'est Donc, logique. Et si tu me vas-y, permets, vas-y, en fait, c'est vas-y, vas-y. logique. Tu sais pourquoi? Parce que l'islam, en fait, si tu veux, le concept d'État-nation, c'est un concept déjà qui est totalement étranger. Il est étranger à l'islam, en fait. C'est-à-dire que et c'est très récent à l'échelle de l'histoire que les musulmans vivent sous des États-nations. Normalement, le musulman est censé vivre sous la bannière d'un califat pour justement atteindre cette harmonisation qu'ils n'arrivent pas à atteindre sous la bannière des États-nations. Donc, en fait, ce qui divise les musulmans entre eux, c'est déjà la création des États-nations, donc qui a créé une forme de nationalisme et qui a particularisé entre guillemets certaines pratiques de l'islam, alors que sous la bannière d'un grand califat, bah, les frontières n'existent plus, il n'existe que des tribus, etc. Et du coup, il est plus facile de gérer les musulmans dans un seul grand État qu'on appelle califat, plutôt que sous des États-nations qui décident de la politique qui doit être mis en place, qui décident justement de, tu vois. Et en fait, c'est pour ça que les musulmans ont du mal, si tu veux, à arriver à une certaine harmonie, tu vois. Ils n'y arrivent pas. Parce que tout simplement, l'islam, par nature, a besoin d'un califat pour pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le rêve des théologiens musulmans dits islamistes, etc., bah, c'est de recréer un califat pour justement arriver à cette grande unification des musulmans. D'ailleurs, par exemple, il y a un groupe très sympathique au demeurant, mais en fait, qui poursuit un but, lui, qui n'est pas forcément très sympathique, en tout cas du point de vue non musulman, c'est le Jamaat Tabligh, par exemple. Les Oui. Tablirs, l'établir, ils sont très sympathiques. Tu vois, c'est pas des gens méchants. Ils veulent. Bah, moi, je suis de ça à l'époque, j'allais assister. Franchement, c'est pas des gens méchants. Ils t'offrent le repas. Ils sont super sympathiques. Il y a une forme de soufisme à l'intérieur du tablirisme, etc. Mais eux, leur but, c'est quoi? C'est que justement de ramener tous les musulmans vers la pratique de l'islam. Parce qu'en fait, je crois que leur cheikh Mohamed Ilyes, à son époque, c'était juste après la colonisation britannique, etc. Il s'était posé une question, il s'est dit, mais les musulmans se sont éloignés de l'islam. Tu vois, il a constaté, si tu veux, comment je pourrais dire, cette fracture, en fait, cette division entre les musulmans. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, en fait, la seule chose qui pourrait nous réunir, en fait, c'est la pratique de l'islam. Il faut que les gens reviennent vers leur religion. Tu vois.
Et c'est pour ça que les Tablirs, par exemple, qui est une association pakistanaise, bah, elle a récupéré tous les Chibani dans les bars, elle a commencé, tu vois, à installer des mosquées en France. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Je veux, parce que les Oui, Chibani, ça a fait rire, c'est tout. ouais, Vas-y, c'est ça. vas-y. Les Chibani, à la base, c'était dans des bars, ils écoutaient des chanteurs arabes, des Kaltoum, je sais pas, des joueurs de oud. Tu sais, c'était ça dans les années 70. Et avec leur béret, leur moustache, ils allaient dans les bars, etc. Et eux, les tablirs, ils rentraient avec leur turban et tout, et ils leur prêchaient, ils leur faisaient la dawa dans les bars, tu vois. Et, Waouh. ouais, je te jure. Et comme ça, ils les ont amenés petit à petit à la prière. Mais franchement, les tablirs, c'est des gens gentils, tu vois. Moi, je les ai côtoyés, c'est pas des gens méchants. Ils veulent le bien, tu vois, selon leur définition du bien à eux. Donc, ils veulent, tu vois, voilà. Mais le fondateur de cette mouvance, lui, il avait pour but, tu vois, de ramener les musulmans vers l'islam. Et il mettait de côté, tu vois, les questions idéologiques. Lui, il parle pas de croyances, voilà, que tu sois ash'arite, wahhabite, etc. Bah, c'était le bienvenu. Le but, c'est pas de faire de la division, de surdiviser la communauté, tu vois. C'est ça. Oui, après, moi, pour moi, regarde, tous ceux qui te parlent de ne pas diviser la communauté, pour moi, s'inscrivent dans un frérisme islamique, en fait. Voilà. Parce que c'est vraiment la doctrine de Hassan al-Banna qui consiste à dire faut pas parler d'aqida, faut pas parler faut mettre tout le monde sous un même socle idéologique. Voilà, on est tous musulmans et qu'il faut pas trop chercher à se diviser. Bon, peut-être que Hassan al-Banna, il va aller marginaliser peut-être les chiites, pas de souci. Mais en tout cas, toutes les tendances sunnites, quelles qu'elles soient, ils voulaient les rassembler sous une même bannière, comme tu as dit, post-coloniale, parce que bon, l'Égypte a connu les Britanniques, les Africains du Nord, enfin le reste a connu les Français. Oui, le continent aussi indien avec Pakistan, Inde, on connaît aussi les Britanniques, de mémoire. Donc voilà. Donc je comprends bien hein, la logique de l'époque, qui était de se réislamiser pour se réapproprier une identité post-coloniale. Et du coup, le but c'était pas de se rediviser en sous-sectes. Malheureusement, l'islam est voué à se diviser en sectes. Voilà, c'est un peu anthropologique, j'ai envie de te dire. C'est une anthropologie là pour le coup pas des peuples, mais de la doctrine islamique. Parce que la doctrine islamique, elle t'amène toujours soit à plus de radicalité, soit à plus de laxisme en fonction des interprétations Après, de tel shirk ou de tel shirk. Donc déjà rien que par rapport à ça, tu tombes dans la première dimension. Mourdisme, kharidisme. Soit tu après, es un laxiste, mourdi, juste rapidement. Soit tu es un kharidite radical. Ensuite, tu as la deuxième grille de lecture islamique qui est la tendance politique. Est-ce que t'es une sorte d'anarchiste? Je suis désolé, il faut les appeler comme ça. Les kharijis, c'est des anarchistes. Ou est-ce que tu es soumis au pouvoir sunnite? Voilà, donc tu as la tendance sunnite, donc soumis au pouvoir, une sorte de soumis à l'État. Quoi qu'il fasse, je suis pro-État, ou une sorte d'anarchiste qui n'aime pas la notion d'État. Voilà, donc le kharijite aussi. Ensuite, il y a la troisième couche de lecture, c'est les rationalistes et les débiles. Désolé, moi je les appelle comme ça. Donc tu as les débiles qui prennent tout littéralement sans même faire preuve de réflexion, ne serait-ce que faire preuve de réflexion, ne serait-ce que même dans la littéralité, tu peux faire preuve de réflexion, non. Et t'as les rationalistes, mais même les suprarationalistes, ceux qui vont exagérer dans la rationalité jusqu'à donner un sens à des choses qui n'en ont pas. Voilà. Donc même être un amoureux des métaphores et essayer de surrationaliser leur sens. Donc en fonction de ces deux extrêmes, l'islam c'est toujours axé vers l'un ou vers l'autre. Vas-y, je t'en prie. ah, pas de souci, y a pas de souci. Donc, moi, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, enfin, cette religion a la tendance. Après, c'est pas le fait que de l'islam, hein. Si on prend le protestantisme, etc., il y a 22 000 sectes, ou je sais pas combien. Donc, tu vois, c'est pas qu'un phénomène qui existe que dans l'islam. Mais, en fait, le problème, enfin, ce que les protestants, eux, n'ont pas ce problème. C'est quoi? C'est que, en fait, effectivement, à chaque fois que les musulmans vont se diviser, ils vont se diviser en se radicalisant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que les musulmans vont vivre des moments de crise, ils vont expliquer la majorité de leurs problèmes par le manque de religiosité. Ils vont se dire, si il nous est arrivé ça,
c'est parce qu'on n'a pas été assez musulmans. On n'a pas assez, tu vois, par exemple, la colonisation, ça a été ça. Voilà, comment ça se fait que des non-musulmans viennent et dominent des musulmans, alors que Allah, dans le Coran, il fait la promesse, il fait des promesses de domination à ceux qui appliquent correctement l'islam, etc., etc. Donc, eux, surtout, voilà, après, il y a une certaine aussi nostalgie de ce qu'ils appellent l'âge d'or, tu vois, de la domination du monde musulman, parce qu'ils l'ont vécu, ça aussi, tu vois, ça part pas non plus d'une, d'une réalité, enfin, ça part pas d'un fantasme, si tu veux. Eux, pour eux, ils ont déjà vécu cette réalité-là. Ils disent comment est-ce qu'on passe de musulmans qui, entre guillemets, dominent le monde à des musulmans qui sont colonisés par Napoléon Bonaparte qui débarque et qui, avec 10 000 hommes, réduit l'armée ottomane à néant. Pourquoi? Et eux, ils vont expliquer ça en disant, bah, si nous est arrivé ça, c'est qu'il faut qu'on devienne encore plus musulmans que ce qu'on était. Ils vont pas se dire, oui, peut-être qu'on a eu un retard technologique, peut-être qu'on n'a pas assez investi dans l'économie, peut-être. Ils vont pas l'expliquer comme ça. Et ça a été justement, bon, je ne vais pas toujours les accuser, mais ça a été justement bah, l'avènement, c'est ça qui a produit l'avènement du wahhabisme. Ils ont dit, ouais, et après, bon, ils vont expliquer ça en disant, nous, les Arabes, voilà, la seule source de domination, elle réside dans notre religion. Au-delà de ça, voilà, sans la religion, tu vois, c'est tous ces mensonges à l'intérieur de l'islam. On a fait croire aux Arabes que sans l'islam, il valait rien. D'ailleurs, c'est Omar ibn al-Khattab qui le dit. Il le dit, nous, avant, les Arabes, on n'était que dalle. Et c'est l'islam qui nous a élevés au-dessus des autres, etc. Donc, eux, ils vont chercher en fait, tous les moyens d'élévation pour eux résident dans la religion. Alors qu'en réalité, en fait, c'est précisément le contraire. Si les États arabes s'étaient modernisés, qu'ils avaient cherché peut-être à s'ouvrir voilà, à la technologie, à s'ouvrir au domaine des sciences, etc., etc., bah, peut-être qu'ils auraient fait des grands États-nations. Peut-être, tu vois. Mais eux, non. Ils se sont dit là où il y a eu là où il y a eu de la faiblesse, là où il y a eu de la médiocrité, on va l'expliquer par le manque de religion. C'est parce on n'a pas été assez religieux. Et en fait, c'est pour ça en réalité que malheureusement, bah, il touche encore le fond. Après, voilà, c'est ça le problème. Mais à qui tu peux le faire entendre ça? C'est compliqué. Bon, en quoi c'est compliqué? Bah, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que bah, justement, la religion, bon, elle est un bien moral, si tu veux. Bon, après, bon, voilà, je vais pas parler des trucs qui vont pas dans. Tu vois, mais de manière générale, si on prend l'intégralité des religions, elles apportent quand même. C'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau dans Les Mille lois de l'éducation. Il y a tout un chapitre dans lequel il développe cette idée de la religion, de ce qu'elle apporte dans la société, etc. Mais de manière générale, tu vois, la religion, elle sert à, à, à défendre des qualités morales, etc., tu vois, à défendre des valeurs morales. Mais si malheureusement elle te sert, Vas-y. comment? Ah, vas-y, vas-y. Non, non, j'allais dire que il n'y a pas de moralité dans le charisme, par exemple. Dans quoi? Dans la charisme, il n'y a pas de moralité. Si tu parles du fait que tu veux en venir, genre au fait que les actions mauvaises, elles sont créées par Dieu, etc., etc. Oui, parce que pour les Acharites, le bien et le mal, t'as compris, sont arbitraires et n'ont Oui, ils pas sont de arbitraires. réalité propre, ne sont pas Oui, des ah, voilà, vérités. Parce qu'en fait, j'ai voilà, on est compris. d'accord que dans les religions, par exemple chrétiennes, en tout cas, je sais pas de quelle tendance, mais j'ai pas qu'un chrétien m'a confirmé, euh, il y a des vérités morales. C'est-à-dire il y a un bien hein, qui est une vérité objective et absolue, et il y a un mal qui est une vérité objective et absolue. C'est pas juste Dieu, il a décidé un jour que telle action serait mauvaise et que telle action serait mal et on s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais, bien sûr. Après, ouais, en fait, ouais, c'est le réalisme moral euh, aristotélicien. Par exemple, si tu prends les thomistes, eux, ils vont justifier de l'existence du mal sans prendre en considération les textes, par exemple. Ils vont arriver à justifier de l'existence d'un mal objectif à partir des raisonnements, des raisonnements d'Aristote. Par exemple, tu vois, par exemple, les Mhm. philosophes de la Grèce antique, ils sont pas arrivés à démontrer l'existence d'un mal ou d'un bien. euh, par les religions. Non, ils sont arrivés par des développements philosophiques, Exactement. Oui, oui, bien sûr. etc. Mais après, les musulmans, en partie, ils vont aussi récupérer aussi ces concepts-là.
tu vois, du bien, Moi, je te de- parle vraiment des Ash'arites, parce que les ah, des Mu'tazilites, attaques. eux, te disent que la vérité morale existe. Justement, d'ailleurs, les Mu'tazilites, ils ont un peu une vision leibnizienne, tu sais. Ils te disent que Dieu a créé le monde, les choses dans le meilleur des mondes. Enfin, tu comprends, avec le principe de... Comment il s'appelle ce principe-là? En gros, pour les Mu'tazilites, Dieu, dans tout ce qu'il crée, il le fait de la meilleure des manières. Genre, il aurait pas pu faire mieux. Voilà, dans tout ce qu'il fait. Même dans ce qu'on nous on conçoit comme imparfait. Par exemple, toi, tu vas te dire, enfin, je sais pas si toi tu te le dis, mais certains se disent que les maladies humaines sont la preuve d'une imperfection de la création. Ben, d'un point de vue religieux, on peut dire que non. Les maladies font partie de la perfection. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on raisonne mal et on considère ça comme Ouais, quelque chose d'imparfait. Tu vois, en gros, le monde tel qu'il est n'aurait pas pu être mieux fait ou que alors, comme il est maintenant. Ça, c'est la vision mu'tazilite. En gros, Dieu est obligé, t'as compris, de faire en sorte que la création soit, ça fait de la meilleure des manières. Et ne confonds pas. La meilleure des manières ne veut pas dire de manière parfaite, parce qu'on n'est pas parfait, forcément. Mais le système de la création dans lequel on est parfait, lui, par contre. C'est ça, c'est les justement, mu'taziles qui le disent. Voilà. justement, il y en a certains même qui vont dire, par exemple, pour justifier de l'existence d'un mal apparent, ils vont dire Dieu a créé le meilleur des mondes dans le sens où il a Voilà. créé le meilleur des mondes possibles dans C'est lequel ça. ce C'est mal-là ça. pouvait advenir. Par exemple, pour donner Exactement. un exemple, par exemple, Allah, il a créé, par exemple, la maladie. Bah, il est le meilleur des créateurs dans le fait d'avoir créé la maladie aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Il a créé le Exactement. meilleur des mondes et dans ce meilleur des mondes, bah, en gros, il a créé la meilleure manière de, De faire de- mourir quelqu'un, peut-être, avec la maladie. Oui, oui, c'est vrai. voilà, le meilleur Exemple. des mondes dans lequel le mal existe, en fait. C'est ça, c'est ça. Et alors que les Ash'ari, eux, ils te disent que Allah, il est pas obligé de créer les choses de la meilleure Voilà. manière en termes de conception. Voilà. Il peut être totalement arbitraire. Il peut envoyer des prophètes en enfer, des enfants en enfer, tu vois, des mécréants au paradis, des pervers au paradis, sans châtiment, tu vois. Et les Ash'arites, pour eux, Dieu n'a pas pour obligation de respecter sa parole, par exemple. Tu comprends, c'est problématique. Tu peux pas fonder une morale sur une théodicée aussi merdique. Je suis désolé, mais les Sachaïtes sont nuls en théodicée. Nuls, 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 nuls. Nuls. Vraiment. Je sais pas comment ils ont fait pour convaincre des gens. Et en plus, t'as beaucoup d'Achaïtes qui sont censés être intelligents qui défendent ça. T'as des Juwayni, des Baqilani, Razali, te défendent cette théodicée. Parce que moi, je me suis appuyé sur leurs ouvrages pour essayer de comprendre. Ash'ari, c'est le premier d'ailleurs. Il détestait le principe de comment s'appelait déjà ce principe-là? L'aslah, voilà. L'aslah, c'est l'optimum. En gros, les Mu'tazilis, ils te disent que Allah, il doit respecter, et ça c'est leur deuxième concept, parce que je vous rappelle, c'est quoi les 5 concepts des Mu'tazilites? C'est le tawhid. Premier, c'est l'unicité. Et c'est ce qu'on appelle la divine simplicity. Tu veux, je te laisse l'occasion de l'expliquer après. Deuxième concept, c'est la justice divine. Donc, l'adl. Donc Dieu est censé être juste. Voilà. Troisième concept, c'est al-wa'd wal-wa'id, la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Quatrième concept, celui que j'adore, la maison intermédiaire. Voilà, al-manzil bayn al-manzilatayn. Troisième concept, c'est le deuxième que j'adore, c'est al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Parce que chez les Mu'tazilites, c'est pas genre si tu vois quelqu'un boire de l'alcool, va le frapper. C'est quand même beaucoup plus développé que ça. C'est que, par exemple, en général, c'est fais les choses correctement à ton niveau. Voilà, par exemple, c'est pas n'importe qui va se permettre de faire un had dehors. Par contre, si tu vois par exemple le gouverneur qui fait de la merde, contrairement aux Hanbalites qui se soumettent au gouverneur, les Mu'tazilites te demandent de te révolter. Voilà, t'as pas le droit de laisser un gouverneur faire n'importe quoi en terre islamique. Tu le renverses en fait. Voilà. Par exemple, tu te révoltes contre le gouverneur. D'ailleurs, les Mu'tazilites, ils ont un côté kharidite très prononcé pour le coup. Voilà. Je t'écoute. Tu veux réagir à ça? Non, mais après, ouais, non, mais j'ai écouté, j'ai écouté. Euh, j'ai écouté ce que tu disais. Et Non, après, pour reprendre. Vas-y, vas-y.
Non, non, vas-y, je t'écoute, hein. Je Pour suis content. reprendre sur les Ash'arites, sur la morale, pour ça tu me dis, en fait, tu étais parti sur un développement, tu disais qu'une religion, elle est censée quand même porter des valeurs morales, des positions Oui, morales, et en pour fait, découper, je t'ai dit que les Ash'arites, ils n'avaient pas vraiment de morale. Vas-y, vas-y, oui, je mais t'écoute. après, même si on met les défauts de l'acharnisme de côté, bon, ok, même si on les met de côté, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, l'erreur des idéologues musulmans, c'est d'avoir voulu expliquer tous leurs problèmes par la religion. Voilà, c'est ça, la grande idée que je veux défendre ici, c'est celle-là. C'est qu'ils ont voulu expliquer tous leurs problèmes par la religion, Donne-moi un exemple, s'il te plaît. Là, je comprends pas trop ce que tu veux dire. Vas-y. bah, ce que je veux dire, par exemple, c'est par exemple, tu vois, je donne un simple exemple. Bon, je l'ai déjà donné tout à l'heure, mais par exemple, la colonisation. Comment ça se fait que des nations non musulmanes ont eu le dessus sur les musulmans et qu'ils les ont asservis, entre guillemets, voilà, ils leur ont retiré certains droits qu'ils avaient sur leur terre, etc. Et du coup, au lieu d'y voir, par exemple, un retard technologique, justement dû au fait que les colons utilisaient des armes beaucoup plus puissantes que les leurs, parce que le mec qui débarque avec une arme à feu, tu vas rien faire avec ton sabre, tu vois. C'est qu'il y a quand même un, tu vois, comme, enfin, c'est une série pour toi, il dit, si t'es colonisé quelque part, c'est que t'es colonisable. C'est qu'il y a déjà une faiblesse chez toi qui a permis à d'autres de venir te dominer quelque part. Et eux d'y voir, par exemple, en fait, parce que si une nation te domine, c'est qu'elle a utilisé un système qui l'a amené à développer certaines sciences qui lui ont permis de te dominer. Tu vois, ça s'arrête pas, voilà, ça s'arrête pas ça s'arrête pas qu'au fait en lui-même, tu vois. Ça s'explique par toute une vision de la société, tu vois. Je sais pas si tu me suis bien ou est-ce que je suis ambigu ici. Allô? T'es là, Régulus? Désolé, j'étais allé me faire un café. Ouais, pas de souci, désolé. Désolé. Non, y a Donc, pas ce de que je souci, disais, parce par que ça exemple, fait 9 heures de live, donc ouais, il faut alors, je bien te que donne un je exemple, je te donne un boive. exemple. Je te donne un exemple. Par exemple, tu vois, Mais je t'ai écouté, je t'ai non, il n'y parlé a de la pas de souci, regarde. colonisation. En gros, t'as dit Regarde, que je la te donne un exemple, je te donne un colonisation. exemple. En Vas-y, fait, regarde, attends. tu as vu Oui, les oui. Occidentaux, pour arriver à cette fameuse domination, ils ont dû remettre certains préceptes ils ont dû remettre certains préceptes en question. Tu vois, ils ont dû avoir une nouvelle théorie de la connaissance qui a été entreprise par certains philosophes comme Kant, etc. Donc, il y a eu un travail en amont qui leur a permis d'avoir des nouvelles théories de la connaissance qui est passé en partie par la critique de la religion. Ça leur a permis aussi, tu vois, de développer certaines sciences, même si attention, hein, je dis pas ici que je dis pas que voilà, parce que ça viserait à dire que les religions, elles étaient obscurantistes dans l'absolu et qu'elles empêchaient toute théorie de la connaissance, ce qui n'est pas vrai. Mais voilà, pour l'effort pour l'effort de la réflexion, je vais le dire quand même. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que euh, du coup, les Occidentaux, pour arriver à cette domination, ils ont dû remettre certains préceptes en question. Et les musulmans, au lieu de se remettre en question sur ces mêmes préceptes, justement, sur ces mêmes préceptes-là, eh ben, eux, ils ont voulu justement les affirmer encore plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Régulus? Oui, j'ai compris. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Oh, au lieu de oh, peut-être de critiquer leur vision peut-être de la religion, de se dire peut-être que si on a été dominé, c'est peut-être qu'on était trop, on a défendu une forme de conservatisme qui nous a peut-être, voilà, qui a créé un retard chez nous. Bah, au lieu de se remettre en question, ils ont vu, en fait, en fait, ils se sont encore plus confortés dans leur idéologie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, oui, désolé, je suis oui, un peu bien sûr. confus là, hein, je suis un peu confus. Je suis même très confus. Non, non, non. Non, bah, tranquille. Y a pas de Moi, j'ai très bien compris. C'est juste là, je suis en train de boire le café en même temps, donc. Je Voilà, c'est ça. Mais désolé, je suis un peu là. Bon, je vais essayer de voilà, parce que bon, voilà. Mais en gros, et c'est Non, ça non, qui. attends. Non, non, attends, je te réponds quand même. Ouais. En fait, j'ai compris. En gros, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que, parce que tu sais, le monde musulman, c'est vrai, a été concurrent avec le monde chrétien pendant des siècles, justement, depuis qu'il a réussi à se mettre en avant d'un point de vue dynastique, d'un point de vue monarchique, d'un point de vue juste politique, structurel. Il a été en concurrence à tous les niveaux, notamment militaire.
Alors bien qu'il sûr. y a eu c'est grâce au génie militaire des musulmans, qu'il y a eu la conquête de Constantinople. Voilà. Franchement, la conquête de Constantinople, c'était grâce à un tour de Alors, main, alors ça voilà, dépend. militaire. Ça dépend parce que, encore une fois, si par exemple, parce que la conquête de Constantinople, ça m'a quand même intéressé, tu vois, parce que moi je suis orthodoxe, voilà, entre guillemets, Ah byzantin. oui, C'est en vas-y, fait, vas-y. si tu veux, en fait, donc on parle du fameux Mehmet, Mehmet II. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mehmet II. Mehmet qui a entrepris la conquête de Constantinople. Donc il y a eu, je crois, 40 jours de siège sur les murailles Voilà. de Constantinople. Et en fait, comment est-ce qu'il est, malgré ça, hein, parce que c'est quand même, voilà. Donc en fait, en fait, il a employé un chrétien qui lui a, en fait, qui lui a construit, en fait, c'était un ingénieur chrétien Un qui a fait canon, un c'est ça. canon, exactement, un Voilà. beau canon. Et en fait, donc ce canon, apparemment, sous ordre, en fait, il aurait été surexploité et il a explosé en fait. À un moment donné, il a explosé et l'ingénieur, il est mort en fait. Au moment de l'explosion, il est mort parce que Mehmet II lui disait, enfin, tu vois, parce que envoyer comme ça des boulettes de plusieurs kilos, voire À de cette plusieurs époque, tonnes, oui, c'était pas comme maintenant, évidemment, c'est voilà, vrai. tu vois, le canon, voilà, l'acier en question, il pouvait pas forcément résister à une forte Autant de utilisation. pression. Oui, oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et Mehmet, il lui a dit non, non, il faut continuer à l'utiliser, etc. Donc lui, et c'est vrai que ce canon, il a fait quand même des gros dégâts sur les murailles de Constantinople. Mais en fait, comment est-ce que Mehmet II, il est rentré à Constantinople? Il n'est pas rentré il n'est pas rentré, si tu veux, en brisant les murailles de Constantinople. Non. En Oui, fait, oui, c'était je un sais. soldat byzantin qui a laissé, je sais pas, sous le coup de la panique, etc., il a laissé une des portes, Les en fait, portes, oui, oui, voilà, ouvertes. voilà, entrouverte et en fait ils sont rentrés par là et ils sont rentrés, tu vois, c'est pas une victoire C'est vrai, c'est comme vrai. on pourrait C'est vrai. la romancer, Je suis voilà, il est d'accord. pas rentré, tu vois, après bon voilà, il est Non, rentré, il non, a t'as gagné, raison. etc., y a pas de problème. Mais, Oui, 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 pour le coup, t'as raison. Mais c'est comme, comment dire, c'est comme l'histoire on reprend souvent, tu sais, dans les prêches islamiques, ils nous parlent de la bataille de la tranchée. À la base, la tranchée, c'était un concept de Perse. Ils faisaient des tranchées en Perse. Et d'ailleurs, c'était un compagnon perse qui avait suggéré aux prophètes, quand ils étaient à Médine, face aux polythéistes, de creuser une tranchée. Voilà, pour justement se protéger contre les polythéistes qui les attaquaient. Parce que là, pour le coup, c'est vrai, ils s'étaient attaqués. On a souvent l'habitude de dire c'est le prophète qui attaque les autres. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est lui qui a été attaqué. Et du coup, il leur a demandé de construire une tranchée vers la façade exposée. Parce qu'en gros, Médine, là où se trouve Médine, c'est une enclave. Il y a des montagnes autour, il y a des forêts, etc. Donc le seul endroit où tu peux frontalement, voilà, avoir le champ libre, c'est par l'arrière. Donc ils sont passés du coup par l'arrière, ils ont fait la bataille de Khandaq. Euh, la bataille de la tranchée. Donc ils ont innové, tu sais, militairement en construisant cette tranchée. C'est comme Khalid ibn Walid, apparemment, il a réussi à battre, c'était le général de guerre musulman le plus connu, parce que c'est un compagnon du prophète en même temps, donc le plus connu de l'islam. Et apparemment, lui aussi, il a fait preuve d'innovation militaire. C'est-à-dire que les musulmans ont su innover au bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une sorte de stagnation, comme tu as dit, c'est vrai, il y a une stagnation de la pensée. Au lieu de profiter justement des innovations faites par les médecins, les chimistes, les physiciens, on a commencé à tout vouloir condamner. Moi, je me rappelle tous les écrits, tu sais, tous les savants comme comment il s'appelait? En gros, Ibn Taymiyyah, tu sais, c'est pour ça que je le déteste, euh, parce je qu'à sais chaque pas, fois, il condamnait la chimie, il il a condamnait le dit, ouais, chimie. comment il s'appelle? Le chimiste en question, il s'appelle, attends, J'oublie son nom à chaque fois. J'oublie son nom à chaque fois. En plus, il a un nom connu. C'est lui qui a découvert l'alcalin. Euh, enfin, les produits alcalins. En tout cas, il a condamné la chimie, il a condamné la philosophie, il a condamné plein de Jabir sciences. ibn Hayyan, il s'appelle. De quoi? Jaber, Jabir c'est ibn ça. Hayyan. Jaber, c'est ça, exactement. Donc il l'a condamné. Par exemple, lui, il disait que la chimie c'était semblable à de la magie. Il y avait Shafi'i, je pense, qui a condamné les mathématiques, Khawarizmi à l'époque. Ah, Donc Jabir.
Al-Razali également. Enfin, Razali, il a condamné les mathématiques aussi. Ouais, ouais, Pétain. il a condamné en fait un ratio. Ouais, ouais, ça je l'avais vu dans une conférence où il y avait il parlait du, comment il s'appelle déjà, Al-Munqidu min al-Dhalal, la délivrance de l'égarement. Hmm. Et Ok. dedans, ouais, en fait, il condamne. Mais après, lui, c'est encore un contexte très particulier parce que bon, après, je vais pas parler je suis pas assez spécialisé sur le Razali, tu vois. Ben, je sais que Razali, il avait une dent contre les philosophes, les falasifa, tu sais, les Qindistes, les Avicéniens, en gros, les néoplatoniciens, tu Ah, sais. c'est-à-dire Razali, qu'il il il a détestait les rendu néoplatoniciens. mécréant, Oui. il a rendu mécréant Avicenne. Il a dit que c'était un Avicenne, oui, mécréant. oui. C'était un mécréant, oui, oui. Et il y a Ibn Taymiyyah qui a rendu aussi Avicenne mécréant, qui a dit que c'était l'imam des athées. Je me rappelle. Voilà, c'était un dalle, il était dans l'égarement, voilà, dans de la l'aile. En tout cas, Razali, comme tu as dit, c'est un contexte particulier parce que lui-même utilisait ilm al-kalam en quelque sorte et utilisait des principes philosophiques pour condamner les philosophes eux-mêmes. Et moi, c'est pour ça que j'adore, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tahafut, Tahafut. En gros, Razi a écrit un livre contre Avicenne, Al-Qindi, Al-Farabi, qui étaient les falasifa, donc les philosophes les plus connus du monde musulman à cette époque, pour dire qu'ils avaient des positions hérétiques, tout simplement. Et c'est vrai que quelque part, ils avaient des positions qui pouvaient sembler hérétiques, voire qui étaient vraiment hérétiques. Mais à travers eux, il a voulu quasiment condamner l'usage ou l'emploi de la philosophie dans sa manière de les condamner. Et c'est là que ça a énervé Averroès. Et Averroès, c'est pas n'importe qui quand même. Pour Averroès, c'est quand même un médecin. C'est quand même un qadi. Mais c'est même pas un qadi, c'est qadi al-Qudat. C'est le grand magistrat de Cordoue. Tu peux pas faire mieux en termes d'ascension sociale. Héritier d'une famille de dignitaires religieux spécialisés dans le droit. Voilà. Son grand-père lui-même était un spécialiste du droit malikite. Il était Tu philosophe. sais, Tu juste vois une ce que petite je veux parenthèse, dire? mais Donc tu sais, vas-y, tu te fais éclater par Averroès. C'est ouais, mais tu éclaté sais, par... Oui, vas-y. et moi, enfin, ce dont je me suis rendu compte, c'est quoi? C'est que, en fait, la plupart des savants qui sont héritiers de familles de jurisconsultes, etc., même si le contenu de cette jurisprudence en question, on n'y adhère pas du tout, mais en fait, ça les a quand même aidés à, quelque part, à comprendre des concepts philosophiques, tu vois. Parce que Hmm. finalement, quand tu es issu de familles de juristes, tu vois que voilà, que tu as baigné dans cette culture des avis, des concepts, tu vois, des trucs comme ça, bah bon, je dis pas qu'il y a que ça, parce qu'il y a aussi le génie naturel de d'Avicenne, hein, d'Averroès, pardon, qui était un, voilà, il y a aussi voilà, quand tu es intelligent, tu le dois aussi quelque part à Dieu ou pour ceux qui y croient, ou à la nature pour ceux qui n'y croient pas. Mais tu vois, il y a sa nature déjà qui explique pourquoi est-ce qu'il était aussi intelligent, mais il y a aussi, tu vois, l'éducation qu'il a reçue, le milieu dans lequel il a baigné, etc., qui explique pourquoi est-ce qu'il était aussi, aussi fort dans l'explication de certains concepts philosophiques, ou, tu vois, ou les commentaires d'Aristote, etc., tu vois. Oui, ça c'est intéressant comme observation. En gros, tu es en train de dire que le fait d'avoir baigné dans un milieu culturel qui était empreint de livres, de sciences en général, que ce soit des sciences islamiques ou même profanes, c'est ça qui l'a aidé à justement avoir ce prodige quelque part dans le droit. Voilà, bah, ouais, parce La que plupart des grands philosophes, c'était des jurisconsultes. oui, Bien c'est vrai. Non, t'as raison, je suis d'accord. Je crois qu'Ibn Hanbal est sûr, nul parce en philosophie. que il y a les mémorisations, il y a les concepts, et je dis pas que, bon, tu avais peut-être des juristes qui étaient très nuls en philosophie, ça existe aussi. Parce que c'est pour C'est ça que je dis possible. qu'il y a toujours un don de la Hmm. nature, un don ouais, de Dieu, etc., qui va expliquer pourquoi est-ce que cette personne. Tu vois, parce que l'intelligence, c'est de l'ordre de l'inné. Moi, je crois à ça. Il y en a qui croient que l'intelligence, elle est le fruit du travail, etc. Moi, je crois personnellement que l'intelligence, elle est innée. Il y a des gens qui naissent avec certaines prédispositions, avec un esprit peut-être plus Ça, ça, puissant que ça, d'autres. ça dépend. Parce que si tu bases l'intelligence sur le QI, ok, les tests de QI, tu sais que tu peux améliorer ton score. Voilà, par rapport au QI, au test de QI, tu peux améliorer ton score. Donc si tu bases l'intelligence sur le QI uniquement, par exemple, c'est que tu peux améliorer ton intelligence de base.
Mais après, si tu es en train de me dire que tu nais avec un certain potentiel et qui peut être plus ou moins limité ou élargi en fonction des individus, là, je peux te dire oui, c'est vrai. On n'est pas tous égaux avec le bagage de départ. Je suis Exactement, d'accord. voilà. Moi, je suis Exactement. d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas, même avec tout l'effort qu'on pourrait, avec tout l'effort qu'on pourrait faire, on ne pourrait pas tous devenir Aristote. Tu vois, c'est clair. Non, non, oui, 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 bien Voilà, sûr. Moi, je suis voilà. C'est d'accord. ça que je veux dire, en fait. C'est que, voilà, il y a des gens qui sont nés avec certaines prédispositions qui leur permettent justement bah, voilà, de devenir des génies. Et ensuite, il y a l'effort. Parce que, voilà, si demain, il y a une personne, elle est super intelligente, mais qu'elle n'exploite pas cette intelligence par le travail, bah, elle en récoltera jamais les fruits, tu vois. Donc, c'est-à-dire il y a l'inné, et ensuite, il y a le travail qui va venir, comment je pourrais C'est dire, ça. Qui qui va va venir, venir, voilà, qui va venir compléter ou améliorer le produit de exactement. base, peaufiner, voilà, Voilà, peaufiner le c'est ça. produit de Il base. va le peaufiner. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que c'est pas en polissant une pierre qu'elle va devenir un diamant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Faut oui, oui. d'abord, à la base, faut d'abord, voilà, tu peux polir un diamant brut et voilà, et en faire un beau diamant, mais même si tu polis une pierre, elle deviendra jamais un diamant. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des gens, Oui, même avec tu vas tout pas, l'effort du monde, ils ne deviendront c'est jamais bon. des grands génies. Tu vas pas faire du calcaire, une pierre précieuse. Je suis d'accord. Ah, ouais, genre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'allais te dire? Euh, En fait, le problème ici, c'est que t'as bien raison, c'est qu'il y a l'avantage de ceux qui naissent dans de bonnes familles et qui ont des facilités. Forcément, c'est vrai que si ton grand-père c'est un juriste, ton père aussi c'est voilà, raffiné dans, enfin, il s'est perfectionné dans ça aussi, dans le droit. Et après que toi, quelque part, t'as qu'à ramasser tout l'héritage qu'il y a. Et le problème, c'est qu'il y a aussi le poids derrière à assumer. Et moi, je pense qu'Averroès, il a largement assumé le poids de l'héritage qu'il a dû porter. Mais moi, je pense même qu'il a dépassé ses prédécesseurs. Honnêtement, moi, je pense même qu'il a largement dépassé son père et son grand-père, hein, pour le coup. Faut être honnête. Oui, Mais bien après, sûr. il a mal fini. En fait, le problème, c'est que moi, je me suis intéressé à Averroès au début, à la base, parce que c'était l'un des personnages islamiques qui a marqué l'histoire de la philosophie islamique. Parce que je lisais le livre de Henri Corbin, et du coup, je m'étais intéressé à son déclin. Parce qu'après, on me dit, Averroès, il a connu un déclin. Pourquoi? Je me dis, pourquoi? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, il a juste subi une conjoncture politique malheureuse. C'était l'époque, tu sais, c'est les débuts de la pré-Reconquista, tu vois, où les royaumes chrétiens, ils ont commencé à vraiment foutre la mierda par rapport à l'Andalousie, voilà, au royaume andalou. Donc, il fallait favoriser le djihad. Et Averroès, bon, lui, il n'était pas non plus anti-djihad, mais il n'était pas assez virulent, il était trop dans la philosophie, justement, il n'était pas assez dans l'application stricte du fiqh et tout, voilà, il n'était pas assez véhément. Donc, du coup, le calife de l'époque, il a dit, moi, je vais plutôt me mettre avec les Malikites radicaux et je vais essayer de me débarrasser d'Averroès. Donc il a fomenté tout un complot pour faire passer Averroès pour un hérétique bizarre, qui serait même contre le calife, qui aurait écrit des propos voilà, insultants contre le calife et tout. Et à la fin, Averroès, il a très mal fini. Bon, après, il a eu une sorte de, comment on appelle, de pardon, un truc comme ça sur le calife, lui a demandé pardon et tout, etc. Mais très mal fini. Il est mort quelques années plus tard. Voilà. Il a été exilé. Au début, il était exilé dans une ville, on l'appelait la ville des Juifs. C'est vraiment insultant, hein, parce qu'aux yeux des musulmans de l'époque, quand on dit que t'es un juif, c'est rabaissant, c'est péjoratif, c'est pas du tout quelque chose de bien. Donc on allait même jusqu'à dire qu'Averroès, il avait des origines juives pour le discréditer. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que dans le monde musulman, quand on t'affilie aux juifs, c'est qu'on t'aime pas en fait, c'est qu'on a envie de te faire une mauvaise réputation. Faut être honnête, faut pas se le cacher. Bah, justement, avec les Oui. chiites, par exemple, on le voit, pour essayer de discréditer le chiisme, ils te disent par exemple que le fondateur du chiisme est un juif. Tu vois, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'est un nom. Ah oui, attends. Ah là Le, là, le Ibn fondateur Salah, du c'est ça? chiisme, Non, 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 c'est un c'est pas chiite, lui, alors c'est pas lui. après.
Oui, 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 en gros, oui, 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 c'est lui qui a, genre, en gros, influencé, voire même créé le chiisme. Ouais, Non, voilà. mais j'ai retrouvé son nom. En tout cas, pour revenir sur Averroès, oui, il a été réhabilité, mais genre tardé. Ah, Abdullah ibn Saba, voilà, Abdullah ibn Saba, celui dont tu parlais. C'est lui le juif qui est à l'origine des fondements du chiisme. Abdullah ibn Saba, exactement. En tout cas, pour revenir sur Averroès, lui, soi-disant, il était réhabilité, mais les gars, d'être réhabilité après avoir connu des séances d'humiliation. Je vous ai fait le live sur Averroès, je sais pas si vous l'avez vu. Je pourrais refaire une autre séance. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il était à la mosquée de Cordoue, il se fait chasser de la mosquée, il était avec son fils, il se fait cracher dessus comme s'il était une vulgaire, voilà, un vulgaire, je ne sais quand même, on crache pas sur quelqu'un, c'est malheureux de faire ça. Voilà, on dirait une poubelle, là, t'imagines, on te crache dessus. Et avec ton fils à côté, etc., il a été chassé de la mosquée. Averroès, Qadil Qoudat, quand même. Qadil Qoudat, pour moi, c'est comme ministre de la Justice. Putain, un grand magistrat. Chassé de la mosquée comme une vulgaire merde. Et après, on vient me dire, Averroès, oui, on est fier de lui. Regardez ce qu'il avait fait historiquement. Tout ça pour gagner quelques batailles. Tout ça pour favoriser l'orthodoxie des Almohades. Il faut comprendre qu'Averroès, il a vécu à une époque où il y a eu un switch entre les Almoravides et les Almohades aussi. Donc ça a été très difficile pour le coup. Il a connu les deux époques. Et à l'époque des Almoravides, on favorisait la philosophie. Et à l'époque des Almohades, on la favorisait moins. Beaucoup moins, du coup. Et t'imagines, on brûle tes livres. On brûle tes livres, on fait un auto-da-fé de tes ouvrages. On te chasse dans une autre ville. Après, quasiment, il est allé au Maroc après. Voilà, il a dû partir. Il peut plus rester là-bas, c'est fini. Et après, soi-disant, on l'a réhabilité à la fin. Ah, mais vers la fin de sa vie, Averroès, il a pas arrêté de critiquer le califat, justement, à cause de ça. Mhm. Et quand le calife lui a demandé pardon, genre Averroès, il a fait un geste en mode, il a mis sa main sur son cœur, en mode, je te serre pas la main, tu vois. Genre, mon cœur est Ouais. fermé, je te pardonne pas. Que, à l'époque, pardon, on se rendait pas bien compte de ce qu'était une autodafé. Parce que rédiger des commentaires sur Aristote, déjà de un, Ça prend des ça années. ça prend des années et des années. Voilà, c'est plusieurs heures d'écriture par jour. Ça nécessite un effort intellectuel, parce qu'une fois que c'est... À l'époque, il n'y avait pas le copier-coller. Tu vois, une fois que c'était perdu, en fait, tu vois, ouais, non, mais c'est ça, c'est-à-dire que tout ton travail, il s'envolait en l'espace de quelques secondes. Si t'imagines un commentaire que tu as mis 20 ans à rédiger, quelqu'un, il vient, il le brûle sous tes yeux. Putain, c'est horrible. Moi, franchement, je serais devenu haineux. Tu vois, ce que j'aurais dit, non, bah oui, c'est normal, tu vois, j'aurais dit non, c'est pas possible. Ça m'a pris. Non, mais c'est surtout en fait l'effort et le temps que ça a nécessité. C'est un temps et un effort qui est considérable. Parce il a fallu méditer sur ce que disait Aristote, il a fallu, tu vois, il a fallu l'écrire, voilà, voilà, il a dû affiner sa pensée pendant des heures et des heures. Peut-être des fois il a barré, il a recommencé, etc. Tu vois, ça, c'est tout un effort. Ils sont venus, ils ont fait une grosse autodafé, ils ont brûlé. Et miraculeusement, bah, on a quand même réussi à préserver certains de ces ouvrages par l'intermédiaire des copistes. Mais s'il n'y avait pas eu ces copistes, Ibn Rushd, on l'aurait jamais connu. Tu vois, donc en fait, si donc voilà, c'est le monde enfin, entre guillemets chrétien qui a préservé les écrits d'Averroès. Mais les autres, ils ont dit non, non, non. Bah, après, c'est vrai qu'Averroès, il s'est pas fait aussi que des amis, parce que lui aussi, faut quand même dire la vérité, il s'est attaqué aux théologiens, il s'est attaqué aux acharites. Il a écrit des trucs contre eux, etc. Tu vois. Donc forcément, Averroès, c'était pas quelqu'un qui restait dans son coin et qui disait, voilà, moi j'ai mes idées, je respecte l'idée de mes adversaires. Non, il a commencé à critiquer l'ach'arisme, à critiquer, euh, à critiquer certaines, voilà, les soufis par exemple, etc., etc. Exactement, et non, je suis d'accord. Mais, mais justement, oui, parce qu'Averroès, il a une déontologie. D'ailleurs, moi j'ai bien aimé sa vision politique. Allez lire le livre d'Averroès, comment il s'appelle déjà? Parce qu'en fait, c'est une fatwa. Il a fait une sorte de fatwa, mais informelle. Enfin, si, elle est formelle, mais bon, c'est un peu Ah, compliqué à expliquer.
Le De quoi? discours C'est décisif. ça, c'est ça, Fasl Maqal, exactement, discours décisif. Allez vous le procurer, il est excellent. Et d'ailleurs, c'est Averroès qui a théorisé l'idée qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et la révélation. D'ailleurs, idée qui a été reprise plus tard par Ibn Taymiyyah, mais bon, il n'a pas assumé qu'il a volé ça d'Averroès. Je suis désolé, mais c'est le premier qui a conceptualisé l'idée et en personne ne lui rend crédit. Parce que Ibn Taymiyyah dit la même chose. Il dit que la raison ne peut pas s'opposer à la révélation, mais d'où il a pris cette idée? Il a pris d'Averroès. Et on sait qu'Ibn Taymiyyah avait accès aux ouvrages d'Averroès, en tout cas à la pensée d'Averroès. Donc, ça, on le sait. Mais Ça, on le sait. il le cite même il le cite Voilà. même certains, quand il veut réfuter certaines positions, il cite Ibn Rushd et tout. C'est ça. Il cite Ibn Rushd pour réfuter des positions C'est ça, bah de ça, c'est quelqu'un la d'autre. méthode de Taymiyyah. C'est je prends la position de certains de mes adversaires pour en réfuter d'autres. C'est ça qui fait Ibn Taymiyyah. Bah oui, quand tu veux Mais critiquer les c'est Mu'tazili, un fourbe. C'est un fourbe, putain, ouais, j'adore. non, mais il fait ça, Ibn Taymiyyah. Il prend l'avis de Oui, oui. certains. En fait, lui, il se casse pas la tête. Il utilise les arguments qui sont les plus utiles chez Oui, ses oui. adversaires pour justement attaquer l'autre. Et dès qu'il veut attaquer bah, ces mêmes personnes dont il a utilisé les arguments, il utilise d'autres arguments Voilà, tu vois, il fait tout ça, en fait, Ibn Taymiyyah. Ah oui, oui, bien sûr. Après, je comprends la démarche. Je comprends largement la démarche. Lui, il te dit, moi, je veux juste réfuter. Donc, j'ai pas à m'inquiéter de qui a le meilleur argument. Ce qui m'intéresse, c'est l'argument en lui-même. C'est même une preuve d'un non-sectarisme. Parce que lui, il va pas te dire, je dois prendre que les gens de mon courant ou de ma religion. Voilà, il te dit, voilà, je peux prendre, enfin, ma religion. Je ne pense pas qu'il ait pris en référence des chrétiens, mais voilà. Mais c'est pour te dire que oui, oui. Après, est-ce que c'est hypocrite ou pas? Ça dépend. Parce que quand tu prends ces autres ouvrages où il te dit non, mais il faut pas aimer les chiites, c'est la cinquième colonne. En fait, le problème, c'est ça qui nous Taymiyyah. Si tu prends tous ces ouvrages en même temps, t'as l'impression vraiment qu'il se contredit. Il est dans l'hypocrisie la plus totale. Parce que d'un côté, il est hyper ferme sur les hérétiques et tout, et de l'autre côté, il se permet de prendre leurs arguments en compte. Donc, il leur donne crédit quelque part. Donc, je sais pas, il y a une fermeture et une ouverture en même temps chez cet homme. Ça montre soit qu'il est idiot, soit qu'il est hypocrite. Moi, je pense qu'il est hypocrite et qu'il n'est pas idiot, comme tu as dit, et je veux pas lui attribuer l'idiotie. Moi, je pense plutôt que il est hypocrite. Mais du coup, pour revenir sur Averroès, ouais, c'est comme il y a un poète qui s'appelait Jubayr. Ibn Jubayr était très connu en Andalousie. Voilà, Ibn Jubayr al-Qinani. Lui, il a dit à Averroès, tu es un traître. Direct, sans pitié. Il dit, t'es un traître. Voilà. À la religion. Je précise. En gros, il a fait apostasier. Direct, mec. Humilié, apostasier. Voilà, il a envoyé à Lucena. Je sais pas si vous connaissez Lucena. Lucena, c'est une petite ville qui est jusqu'à maintenant en Espagne, en Andalousie, où il vivait beaucoup de juifs. Voilà. Donc Lucena, voilà, donc c'est ça qui est ancestralement, traditionnellement, il y a beaucoup de juifs qui vivent là-bas. Bon, après, il a été exilé ailleurs. Voilà. Non, enfin, ailleurs, au Maroc. Voilà. Au Maghreb. Donc, c'est ça le problème. Et en fait, le problème, c'est que des mecs comme Averroès, ils ont été que très tardivement reconnus et connus. Voilà, c'est ça le problème. Averroès est resté pendant des siècles, des siècles, des siècles sous la paperasse de tous les autres savants, hein. Voilà. Faut le comprendre. Et notamment, c'est qui a, vous savez qui a fait ressurgir la pensée avéroïste? Les chrétiens. Les chrétiens, c'est eux qui En ont fait fait, ressurgir la pensée avéroïste, quoi. Et hum, vas-y, en vas-y. fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'en fait, Averroès, il a été condamné dans le monde musulman, mais aussi dans le monde chrétien. Pour certaines de ses thèses, Ah oui, oui, en fait, l'intellect agent. ouais, Oui, ok. l'intellect agence, et en fait, c'est ce qu'on appelle une hétérotélie. C'est-à-dire, en fait, il a voulu expliquer un concept en fait, il a visé un concept, mais il en a expliqué un autre, en fait, à la place. C'est une mécompréhension, parce que je crois qu'à l'époque, il y avait des mélanges, ouais. Il a même commenté certains livres de Platon en pensant qu'ils étaient d'Aristote, etc. Et je crois que, dû au fait à une erreur de traduction, etc., ben, en fait, il s'est mis
à développer une thèse en fait qui n'était pas celle de l'auteur initialement, tu vois. Et du coup, bah, il y a eu le fameux intellect agent. D'ailleurs, je crois que même dans la psychanalyse freudienne, on reprend ce concept-là de l'intellect agent, une sorte d'intellect. En fait, c'est un intellect. En fait, c'est comme si, en fait, dès que tu fais un acte d'intellection, et ben en fait, tu te connectes à cet intellect agent. C'est un peu comme le OneDrive si on veut, une sorte de nuage en fait. Faudrait l'imaginer un peu comme Le ça. cloud, ouais. Le cloud, exactement, une sorte de cloud en fait, c'est ça, une sorte de cloud. Et en fait, dès que tu fais un acte d'intellection, et ben en fait, tu te connectes à ce cloud, à cette espèce de nuage chimérique en fait qui serait au-dessus de toi. Et cet intellect agent, en fait, c'est l'intellect universel, si on veut. Et du coup, le problème, c'est que les chrétiens, ils ont vu dans cette thèse d'Averroès la négation la négation de l'intellect, de l'intelligence individuelle, tu vois. Ils ont, en fait, il y avait un, ouais, ça contredisait, si on Non, mais veut, les thèses a- a- chrétiennes. après, les chrétiens qui ont dénoncé Averroès, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont adoré. Et justement, le mouvement averroïste, c'est des chrétiens qui l'ont porté. C'est pour ça que je te dis ça. Après, les Oui, mais chrétiens qui après, ont réputé sur l'intellect agent, c'était oui, surtout des thomistes, c'est tout. Thomas d'Aquin, c'est lui qui était le plus véhément contre lui, c'est par rapport à voilà, ça. il y a eu Thomas d'Aquin, et effectivement, il y a eu quelques avéroïstes en Italie. Ensuite, bah, l'avéroïsme, il a continué En à, Angleterre. voilà, voilà aussi à hanter les philosophes occidentaux, etc. Et même cette figure de l'avéroïsme, bah, elle a ressurgi. Même Ernest Renan, il en parle, tu vois, de l'avéroïsme, etc. Et, euh, et voilà, En mais même temps, après, mais c'est normal en même temps. Je suis désolé, mais comment t'expliquer? Moi, je préfère que les gens suivent Averroès qu'ils suivent Razali. Par exemple, David Hume, lui, il avait une position occasionaliste et très sceptique de la causalité qui était empreinte à Razali, par exemple. Tu vois? ouais, bah oui. Razali a inspiré des philosophes occidentaux de la mauvaise manière pour moi. Voilà, faut Ouais, être mais honnête. après, enfin, après, ouais, mais après, parce que toi, peut-être que tu es empiriste et que tu défends l'empirisme à fond, etc. Principe de Ah oui, causalité. oui, moi, je suis un Voilà, empiriste, moi, voilà, à t'es un fond. empiriste. Après, il y en a certains qui le, voilà, il y en a certains qui le sont pas, tu vois. Voilà, donc l'empirisme, moi je pense que c'est une bonne chose quand même qu'Al-Razali ait critiqué un peu l'empirisme, pour pas donner le pouvoir absolu aux athées en disant voilà, vous avez, tu vois. Bah après moi c'est normal, je suis pas athée, tu vois, donc forcément je vais pas défendre, je vais pas défendre. Attention, je rejette pas Non, l'empirisme, hein, mais voilà, je dis que c'est pas une, en fait, non, mais c'est pas. après, vas-y. Non, vas-y, il y a pas de souci, vas-y. Non, mais moi aussi, je suis pas athée. Mais le problème, c'est que si je devais choisir entre, tu sais, parce que comme tu as dit, les Occidentaux, ils ont fait leur mea culpa. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à raisonner, en tout cas scientifiquement parlant, juste avec les découvertes d'Aristote, par exemple en biologie. Il a fallu faire des nouvelles recherches, notamment en anatomie, etc. Même chose pour la botanique, même chose pour tous les domaines, la chimie, etc. L'astrophysique et tout, l'astronomie et tout. Et pour moi, c'est la même chose avec l'épistémologie. C'est-à-dire, on ne peut pas voir le monde de manière binaire. Soit tu es un empiriste, donc tu es dans la pure matière, tu te bases sur la pure expérience, comme ça, sans méthode, sans même axiome, sans postulat, sans cadre rationnel, ou être dans le pur rationalisme et commencer juste en dehors de toute expérience, essayer d'imaginer des vérités, essayer de concevoir des vérités. Voilà, pour moi, les deux positions sont merdiques et sont absurdes et Ah, mais sont je suis inutiles. d'accord. Je Voilà. suis d'accord. C'est pour Voilà, ça que, c'est pour ça que il y a Gaston Bachelard, je sais pas si tu le connais, qui question a, vachement. Hmm. voilà, qui a parlé de ce qu'on appelle une rupture épistémologique de la science et qui a dit que maintenant on fait ce qu'on appelle du rationalisme appliqué. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on va concevoir des hypothèses, voilà, rationnellement parlant, et ensuite on va les tester. Ce qu'on appelle les a priori et a posteriori. Et du coup, il y a tout un pan des mathématiques qui s'intéresse à ça, les probabilités, les statistiques, etc. Tu comprends? Et c'est sur ça que se fonde l'empirisme moderne. Alors, parce que franchement, être empiriste et nier un pouvoir à la raison ou une valeur à la raison, c'est être idiot aussi. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute.
Ah Non, bon, vas-y, vas-y, parce que je suis en train de manger en même temps, désolé. oh, non, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on a fait presque 10 heures de live là. Non, en gros, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, en fait, regarde, les athées, on les prend souvent pour des matérialistes. Et à raison, moi je comprends pourquoi est-ce qu'on dit que les athées sont matérialistes. Pour beaucoup, ils s'en revendiquent justement de ce matérialisme, obtus et opiniâtre. Et il y a donc les religieux, on les assimile à quoi? À des idéalistes. Tout n'est qu'idéal. Voilà. Voilà, on est dans le monde des idées un peu platoniciens ou néo-platoniciens. En vérité, ce monde n'est qu'une matrice. Nous n'existons pas en dehors de Dieu. Dieu veut, nous sommes des avatars des Sims qui existent qu'à travers la volonté de Dieu. Mécanique quantique, théorie, voilà, expérience de l'observateur, on connaît. Si Dieu détourne le regard, le monde s'effondre. On connaît tout ça. Et il peut y avoir un certain sens, il n'y a pas de souci, c'est discutable. Mais c'est pour ça que pour moi, tout reléguer quand même au rationalisme, c'est vraiment tomber dans la facilité également. C'est du ad hoc. C'est franchement, moi aussi, je peux te poser une idéologie complètement ad hoc, issue de ma raison, en dehors de toute expérience physique, et commencer à dire oui, voilà, les vérités, voilà, du monde sont ci et ça et ça. Par exemple, tu vois, les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était pas les Grecs, ils faisaient bien sûr des conquêtes, etc. Mais ils faisaient aussi beaucoup de spéculations abusives. En gros, ils allaient te dire, euh, tel peuple qui habite vers telle région, il doit ressembler à ça. Ils les ont jamais vus, ils ont jamais croisés. Mais sur la base de la théorie des climats ou je ne sais quoi, ils vont dire oui, ils doivent sûrement ressembler à ci, à ça et à ça, en se basant sur des expériences précédentes. Et ils vont t'affirmer ça comme étant une vérité. Oui, mais après des explorations, voilà, postérieures à ces spéculations abusives, ont montré qu'ils avaient tort. Parce que finalement, dans cette région-là, la température était plus basse que ce que les Grecs avaient supposé, et qu'au final, ça n'a pas du tout donné les mêmes résultats qu'ils avaient affirmés. Parce qu'ils s'en basaient uniquement sur leur raison et non pas sur une expérience concrète, tout simplement. Par exemple, si tu veux savoir à quoi ressemblent les Sud-Américains, bah, rends-toi en Amérique du Sud, en fait. Va pas commencer à supposer que les Sud-Américains ressemblent à des Africains juste parce qu'ils sont au Sud. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu veux, t'es un Européen, tu vis, je sais pas moi, en Allemagne, tu dis, bon, je connais l'Afrique. Apparemment, les Amériques du Nord, ils ressemblent à ça. Donc, si on fait une analogie entre ce qu'on connaît de l'Afrique et ce qu'on connaît de l'Europe, donc on peut peut-être supposer que les Américains du Sud ressemblent aux Africains qu'on a chez nous parce qu'ils sont au sud de... Non, tu vois, c'est complètement stupide. Voilà. Tu fais des fausses... C'est pour ça que le qiyas, c'est un outil en jurisprudence qui est très très mal aimé, comme tu as dit, parce que tu peux pas faire de l'analogie sur tout et n'importe quoi, c'est pas possible. L'analogie, c'est vraiment un outil qui a des limites immenses. Et plus on s'éloigne en termes de temporalité, de l'époque du prophète, et plus l'analogie perd de sa puissance. Voilà, analytique. Parce que tu peux pas non plus étirer la sagesse dite entre guillemets prophétique sur 2, 5, 10 siècles, 20 siècles. Parce qu'après, les contextes diffèrent trop, spatio-temporellement, je veux dire. Voilà. Oui, après l'analogie, elle suppose un certain degré de similitude. Tu peux pas faire Exactement. le principe d'analogie il peut pas s'appliquer à, à deux concepts qui n'ont pas une similitude en commun. C'est impossible. Tu vois, donc par exemple, je sais pas, pour donner un exemple, par exemple, je sais pas, un Hanafite, on va lui poser la question de la cigarette. Tu vois. La cigarette, est-ce que c'est haram ou c'est halal, par exemple? Il n'y a pas de texte explicite qui va dire que la cigarette est interdite, mais à partir de certains textes qui interdisent voilà, le méfait au corps, etc., on va supposer que la cigarette, elle est interdite, tu vois. Mais il faut qu'il y ait un certain degré de similitude. Euh, et ils vont peut-être utiliser, je sais pas, le vin ou peut-être d'autres degrés, même si la cigarette, c'est encore particulier parce que ça enivre pas, euh, ça crée peut-être un gaspillage d'argent, ça abîme le corps.
Mais au-delà de ça, ça crée pas de réel préjudice. Même si on va me dire, oui, mais attends, abîmer son corps, c'est quand même un préjudice qui est énorme, etc. Oui. Et c'est pour ça, par exemple, dans le chiisme, les chiites, les imams chiites fument, hein. Ils fument. Moi, j'ai déjà vu des imams chiites en turban fumer. Oui, 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 je sais. Ils fument. Eux, c'est pas interdit Et- pour eux. Donc, tu peux voir à la et- sortie de madrasa des imams en turban qui sortent une clope et qui fument. Parce qu'ils Hmm. tu vois que c'est pas, voilà, que c'est pas, ça fait pas partie des interdits parce que eux, déjà, ils acceptent pas le qiyas. En tout cas, dans certaines écoles. Donc, voilà. Et après, oui, donc, ouais, ouais, donc pour revenir un peu à ce que tu disais, oui, l'empirisme, en fait, il faut une harmonie entre la rationalité et l'expérience. Il faut les deux. Parce que l'expérience en tant que telle, elle permet pas d'induire des connaissances. On peut pas induire à partir d'une expérience des connaissances. C'est impossible. Il faut d'abord au préalable qu'il y ait certains axiomes sur lesquels tu te bases pour justement donner un cadre, si tu veux, à l'expérience en question. Maintenant, effectivement, si tu es trop rationaliste, bah, tu peux te mettre à spéculer, à inventer des concepts qui n'existent, qui n'ont aucune existence dans le réel, tu vois. Et là, après, bah, forcément, tu t'éloignes de ce qu'est la connaissance. Mais après, c'est un grand combat, tu vois, entre les empiristes et ouais, je sais pas, ouais, les rationalistes. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même aussi d'autres sujets sur lesquels les empiristes et les rationalistes se battent, hein. Tu vois, C'est quoi? bah, si je devais donner un exemple entre ce qui sépare les empiristes et les rationalistes, bah là comme ça, j'ai pas de. J'avais vu ça, mais comme ça, là, je me souviens plus je pourrais pas te donner d'exemple comme ça. Non, Là, parce que, je sais pas, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a cité Kant, et effectivement, merci Kant, parce que c'est l'un des philosophes qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. En gros, ce qui se passe, c'est que Kant, il a écrit plusieurs ouvrages par rapport à ça, critique de la raison pure, critique de la raison pratique, les religions dans les limites de la raison, notamment. Il a vraiment théorisé les limites de l'empirisme et du rationalisme. En gros, ce qu'il va te dire, c'est que une expérience, a posteriori, les résultats de l'expérience, fournit la connaissance en tant que phénomène. Voilà. En gros, ce qui est accessible à l'être humain, à l'esprit humain, ou à la raison humaine, ce sont les phénomènes naturels. En gros, les choses telles qu'elles apparaissent, mais pas les noumènes, les choses telles qu'elles sont en soi, leur oui. essence. Voilà, la connaissance, en fait, tu peux pas connaître la chose en soi. Voilà, La chose en soi, elle est c'est la inconnaissable. c'est ça, c'est la manifestation de la chose qui est connaissable. Et en gros, bah, là, je te parle de Kant, donc à son époque, par rapport aux données qu'il avait à son époque. C'est comme à l'époque de Kant, on n'avait pas encore les microscopes tels qu'on les a maintenant, les microscopes électroniques, les microscopes à balayage, etc., ou à puissance, donc les AFM par exemple, ou même les microscopes optiques mais plus développés, ou confocal, etc. Donc à cette époque, on n'avait pas ça, donc on pouvait pas observer l'ADN sous forme chromatinienne comme on peut l'observer maintenant. Donc maintenant, on peut même distinguer l'hétérochromatine de l'euchromatine, on peut distinguer les chromosomes bien comme il faut, on peut distinguer même ensuite les histones. Bon, c'est-à-dire que notre capacité à littéralement couper l'ADN avec la technologie de CRISPR-Cas9, elle est impressionnante. On peut même maintenant observer les atomes. Voilà. Par exemple, il y a des microscopes, je sais pas si vous connaissez l'AFM. Voilà, attends, je vais essayer de le montrer. Microscope à force atomique, donc qui permet littéralement d'observer des nanos, des particules nanométriques. Voilà. Donc c'est impressionnant. Et qui peuvent travailler sous vide, au milieu liquide ou ambiant, par exemple.
Donc en gros, à air ambiant ou dans du liquide. Et c'est révolutionnaire pour le coup. Bon, on s'en fout, là c'est trop technique. Mais c'est ça où vous dites à Régus, c'est vraiment de l'empirisme. Oui, oui, désolé, mais oui, parce que je suis Non, désolé. regarde, j'avais un exemple là, par rapport à ce qui distingue l'empirisme du rationalisme. Par exemple, les mathématiques, tu vois. En mathématiques, par exemple, les rationalistes, ils vont soutenir que les mathématiques, c'est des idées qui sont innées en nous et qu'on découvre, Ah alors oui. que les empiristes, eux, vont dire non. Ils vont dire que finalement, les mathématiques, c'est juste une formalisation du langage, etc., etc., tu vois. Ils vont dire que c'est pas, c'est, en fait, on aurait pu exprimer les mathématiques d'une autre manière, tu vois. Et donc, il va y avoir les rationalistes qui vont défendre une forme de néoplatonisme, tu vois, en disant oui, les mathématiques, elles sont indépendantes de notre esprit, alors que les empiristes, ils vont dire non. Ils vont dire les mathématiques sont un pur produit de l'esprit. Ben, mais la question elle a été tranchée maintenant, non? Bah non. Bah, bah non. Je suis désolé, la question a été largement tranchée. Bah non, elle n'a pas été tranchée. T'as certains physiciens, comment ils s'appellent déjà? Euh, Celui qui avait parlé du mur de Planck là, et de la singularité, comment il s'appelle déjà? Attends. Euh, Il y en a plein qui ont parlé du mur de Planck et de la singularité, la singularité première. Mais non, mais le débat par rapport au statut des mathématiques, il a été largement tranché. Non, Pas- sur pas- est-ce que les mathématiques, elles sont extramentales? Est-ce que leur existence, elle est extramentale ou intramentale? C'est ce que tu veux dire? Non, Non, le c'est-à-dire que débat, est-ce que le langage mathématique, lui, il est de l'ordre de l'inné ou est-ce qu'il est de l'ordre de l'acquis? C'est-à-dire qu'on a développé un alphabet, une sorte de langage mathématique à travers les nombres, les chiffres, t'as compris, les symboles. attends, Donc, quand tu dis que ça a été démontré, est-ce que tu veux dire qu'il y a un philosophe qui a défendu cette position ou alors tu dis qu'il a apporté les preuves nécessaires pour prouver que les mathématiques, elles existent, voilà, elles sont pas innées. C'est quoi que tu appelles prouver? en fait, en gros, les mathématiques, ils sont à la fois dits innés et acquis. C'est les deux. Comment ça, les deux? En fait, les mathématiques, soit elles sont indépendantes de notre esprit, et du coup, on est, dès qu'on sort du ventre à notre mère, on est avec certaines idées qui sont, en fait, qui sont innées, c'est-à-dire qu'elles sont, comment je pourrais dire, en fait, qu'on porte une certaine connaissance à l'intérieur de nous, au moment même où on sort du ventre à notre mère, ou Mhm. alors, au moment de notre naissance, l'esprit, il est comme une forme de page blanche, et du coup, il y a, en fait, et du coup, bah, c'est, C'est les deux. C'est les deux. comment ça, c'est les deux? Je t'explique. Par exemple, les mathématiques, on est d'accord, c'est avant tout un langage qui exprime notre capacité à analyser le monde d'un point de vue analytique. En gros, les mathématiques servent à estimer, par exemple, des quantités. Ouais, d'accord. Et je te donne l'exemple des quantités. C'est parce que c'est le plus simple. Donc, tu sais, les quantités, on utilise quelle unité pour mesurer, ou les distances, exemple, les distances. On utilise quelle mesure pour estimer les quantités? On utilise le gramme, kilogramme, gramme, ok. Unité internationale. Bah, des expériences qui ont été faites sur des animaux, des corbeaux, des chimpanzés, des souris, on est d'accord, tu vas pas apprendre les mathématiques à des souris ou à Mhm. des corbeaux, à des chimpanzés. Mais Mhm. grâce à des expériences donc en laboratoire, en captivité, ou même des observations naturelles, mais bon, ça c'est marginal. Mais la plupart du temps, c'est sous conditions isolées. On a observé qu'ils étaient capables de mesurer et d'évaluer des distances et des quantités. Donc, c'est-à-dire que une partie, tu as compris, de la conception mathématique du monde est innée même chez les mammifères. Certains mammifères, en tout cas.
Tu comprends ce que je veux dire? C'est que la Oui, mais capacité à en fait, estimer des quantités plus grosses, plus basses, à faire une sorte de mesure interne, elle ne en gros, oui, les mais, chimpanzés, quand ils savent additionner des quantités, ils savent mesurer des quantités, ils savent les oui, mais, soustraire des quantités, à les voilà. Ils ouais, mais comprennent ce concept. Oui, vas-y. le problème, c'est que tu sais pas si le concept de quantité, il est pas chez les animaux, il n'est pas dû au fait justement de l'expérience. C'est peut-être par expérimentation que ces animaux-là se sont mis à connaître ce qu'est la quantité et qui justement, bah, suite à des expériences, bah, ils ont tout simplement choisi ce qu'ils ont tout simplement appris au cours de leur vie, tout simplement. Tu vois. Donc en fait, je vois pas en quoi. Ah, c'est bon, je comprends ce que En tu fait, veux dire. tu Ok, comprends ce que je vas-y, veux dire, vas-y, c'est continue. qu'en fait, le fait par exemple qu'une souris, elle puisse estimer ou reconnaître certaines quantités. En quoi est-ce que ça démontre que cette connaissance de la quantité, elle est innée chez elle? Peut-être qu'elle est tout simplement le fruit de l'expérience. Peut-être que Regarde. ces Oui, oui, souris-là, oui. elles ont, tu vois, voilà, elles se sont mis à estimer au cours de leur vie ce qu'est une petite et une grande quantité. Et suite à l'expérience, bah, elles ont tout simplement préféré la grande quantité au lieu de la petite quantité. En fait, il y a des expériences qui ont été faites sur des enfants qui ont l'âge de 4 à 6 mois. T'as pas à me dire qu'à 4 à 6 mois, t'as expérimenté comme à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Ouais. Parce qu'on est d'accord que essayer d'estimer du pur inné, c'est très difficile. Parce que quand tu sors du ventre de ta mère, tu peux pas expérimenter le monde. Tu Ouais. peux respirer par toi-même, frérot. Donc tu peux pas expérimenter vraiment. Tu dois au moins attendre qu'il commence à grandir un peu pour essayer de lui faire passer des petits tests. On va Hmm. dire que le plus bas âge pour faire passer des tests mentaux à un enfant, c'est l'âge de quelques mois, quand il est encore nourrisson. Hmm. Il y a des scientifiques qui ont fait passer des tests d'estimation de quantité à des nourrissons de 4 à 6 mois. Ils ont en gros évalué par IRM, tu connais, imagerie cérébrale, la résonance cérébrale, donc, voilà, des tests d'estimation de quantité par rapport à des cubes, tu connais, 20 cubes, 10 cubes, ouais, en vrai, essayer de savoir si ils arrivaient à percevoir des différences de quantité. Et pour ça, tu sais, le cerveau humain est très bien organisé. Bon, toi, tu crois en Dieu, donc si tu te dis c'est normal qu'il est bien organisé. Ben, en gros, il y a ce qu'on appelle le lobe pariétal, et au niveau du lobe pariétal, dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle le sillon intrapariétal, le SIP. Hmm. En gros, le